Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, nous partons à la rencontre de personnalités qui, dans leurs domaines respectifs, qu'il s'agisse de médecine, de sport, d'industrie ou de culture, ont su casser les codes. Nos invités ne font rien comme les autres, c'est ce qui rend leur histoire passionnante. Ce mois-ci, rencontre avec le chef triplement étoilé Alexandre Masia. Chef de l'année 2023, choisi pour offrir aux athlètes des JO 2024 le meilleur de la gastronomie française, il ne cesse de faire briller le Sud dans le monde entier. Le repas gastronomique français a été reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO et la région Sud y contribue largement. Dans cet épisode, enregistré dans son restaurant marseillais juste avant le service du soir, Alexandre Masia se livre avec l'humilité et la pudeur qui le caractérisent et nous confie quelques-uns des secrets de sa folle créativité. Passion, exigence, rigueur et transmission sont les maîtres mots de cet éternel insatiable. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour. Très heureuse de t'avoir au micro de Parle Sud aujourd'hui. Ouais. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites sur toi, sur ton parcours. Nous allons donc essayer d'être un peu originaux. On va essayer de découvrir un Alexandre Masia qu'on connaît moins peut-être. Exactement, peut-être. Ouais. Et puis on va également évidemment penser à celles et ceux qui vont te découvrir via cet épisode. Donc on va commencer par, s'il te plaît Alexandre, est-ce que tu peux te présenter à quelqu'un qui ne te connaîtrait pas du tout? Pas du tout, mais je dis salut, c'est Alex. Voilà ce que je dis. Allez. Voilà. Non, Alexandre Masia, je suis chef propriétaire du restaurant AM par Alexandre Masia, 9 rue François Roca. Papa de 2 superbes enfants et qui j'ai l'impression que je pense que il y a des étoiles au-dessus de moi, mais aussi des âmes bienveillantes pour avoir la vie que j'ai et l'opportunité de faire ce que je fais au jour d'aujourd'hui. C'est assez incroyable. Tu parles d'étoiles, donc tu penses à la chance? Tu penses que tu as eu de la chance? Je pense pas à la chance. Mon grand-père disait la chance, c'est la rançon du travail, mais je pense que il y a les bonnes âmes qui sont là, qui veillent sur vous et puis qui font en sorte que qu'il y a des choses qui se passent mieux que certaines d'autres. Alors je sais pas pourquoi, mais mais en tout cas, moi je le sais, je le ressens et puis je me sens privilégié dans tout ce que j'engage, donc c'est super. Alors natif de Pointe-Noire au Congo, ça fait 10 ans cette année que tu as fait le choix de poser tes valises à Marseille. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi le choix de cette ville? Plus de 10 ans, parce que moi 2009 j'ai posé mes valises à Marseille, mais le restaurant est ouvert depuis juin 2014, donc ça fera 10 ans le restaurant. 10 ans le restaurant, 2009 quand tu arrives toi. Pourquoi le choix de cette ville et surtout pourquoi l'envie d'y rester? Choix de cette ville parce que moi j'arrivais d'Espagne et puis j'ai toujours été, je pense que la mer elle a guidé mon âme et je pense que ça a toujours été quelque chose pour moi de vraiment cette ville elle est assez incroyable en termes d'énergie. Je pense que moi je me suis accaparé des endroits vraiment des lieux pour moi qui sont vraiment importants. Et c'est vrai que cette ville, on l'adopte d'une manière ou d'une autre. Et moi, je l'ai adoptée à ma façon et je m'y sens bien. Pourquoi je suis resté? Parce que j'ai rencontré ma femme, déjà. Et puis je m'y sens bien. Je pense que entre ici, les Goudes et Noailles, je pense que j'ai trouvé un équilibre. Et puis il y a le restaurant aussi, donc comme je passe beaucoup de temps au restaurant, c'est plutôt ça, c'est mon terrain de jeu en fait, mon atelier, et puis je dirais c'est un champ que je laboure chaque matin. T'es là à chaque service Ah oui, tout le temps, même plus que ça, heureusement, plus que ça, du matin, généralement 8h, 8h30, jusqu'à, si j'ai pas des rendez-vous comme cet après-midi comme j'ai eu là, mais généralement 8h, 8h30 jusqu'à minuit, 1h du matin. Ah oui. C'est 4 jours vraiment intenses. Nous on est ouvert du mercredi au samedi. On sait que c'est 4 jours vraiment intenses pour moi, mais j'ai besoin de ça. Les gens ont besoin de moi, les équipes ont besoin de moi, et puis moi c'est viscéral. Si je suis pas là, j'ai l'impression que je rate quelque chose, donc après je commence à avoir des tocs. Donc c'est pas bon. C'est vrai. Carrément. Ouais. Donc ça pour la vie de famille, c'est pas forcément évident, j'imagine. Non, c'est sûr, mais j'ai la chance d'avoir une femme compréhensive et qui sait ma passion débordante pour ce que j'entreprends, qui est plus qu'un métier d'ailleurs. Et le fait aussi j'ai des week-ends, j'ai des week-ends comme tout le monde, mais c'est vrai que les week-ends, il faut qu'ils soient vraiment salutaires pour l'esprit et pour la récupération, quoi. Ouais. Tu dis c'est plus qu'un métier, c'est quoi? C'est un sacerdoce?
Non, je pense que c'est plus que... Non, je dirais que pour moi, c'est un moyen d'expression culinaire vraiment très important. Je pense que c'est un lieu où je me réalise, où je me sens bien. C'est pour ça d'ailleurs que les gens sont toujours assez surpris pourquoi je n'ai jamais déménagé ou jamais changé de lieu. Alors le lieu, il a évolué, il a changé, on a fait des travaux. Enfin, on est toujours en mouvement, même si on est 27 aujourd'hui. Voilà, et je dis que voilà, moi je me sens bien ici et c'est un lieu que je protège parce que c'est quelque chose où je me sens bien. Et donc j'ai besoin de le choyer, de faire attention. Je l'arrose tous les matins, on va dire. Voilà. Vous êtes 27 ici. Ouais, 27. Il y a combien de couverts? On peut faire jusqu'à 24 couverts, entre 22 et 24. Ouais. Ouais, c'est fou. Ouais. Alors tout a commencé par la pâtisserie, Alexandre. Ouais. Tu as fait tes armes chez de grands noms de la gastronomie, Fauchon, Pierre Hermé, Michel Brasse. Ton péché mignon à toi, c'est quoi en pâtisserie? Alors en pâtisserie, péché mignon, je suis pas vraiment. Alors je vais vous dire une chose, c'est que moi ce que j'aime bien, c'est le pain perdu avec un jus de viande. Avec un jus de viande. Ouais, ça, je trouve alors ça autant cool. je levais les yeux au ciel au début de la phrase que j'adore aussi, le pain perdu. Désolé. Mais je suis désolé. Ah ouais? Ouais, j'adore ça. Quand j'arrive à faire. Ah non, mais sois pas désolé, ça attise ma curiosité. Non, moi j'aime bien. Moi je fais du jus parfois et c'est vrai que un pain perdu avec un petit jus de viande sur le côté, moi j'adore. Enfin, je sais pas. Après c'est mon truc. Comme la cacahuète, la banane, la banane écrasée avec de la cacahuète dans un morceau de pain, j'adore. Bah, c'est comme des fois, tu sais, que tu manges des fois les pains avec le yaourt. Oui. Toi, chacun a des fois des trucs comme ça, à des accords un peu improbables, comme les frites avec la glace. Moi, alors, les banane cacahuète, je te retrouve quand même, ouais. Si. C'est cool. Et pareil, les frites avec la glace, ouais, j'aime bien ça. Et frites, glace vanille, ça c'est obligé. Ok. Désolé, si tu me poses des questions, je te réponds. Frites, glace, vanille. Et tu sais que c'est deux de mes passions. Mais je les ai jamais associées. En revanche, écoute, maintenant je vais tenter. C'est top, hein, le chaud et le froid. Enfin, moi c'est un truc, je pourrais en manger, mais faut pas que j'y pense parce qu'après je vais m'y mettre. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de ces différentes expériences dont je t'ai parlé justement avec ces plus grands chefs? T'as appris quoi avec eux? Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils avaient une signature unique et puis ils avaient une bienveillance, une passion débordante. J'aurais jamais imaginé à un moment donné ce qu'ils pouvaient entreprendre ou même ce que ça demandait en termes d'investissement. Et je pense que je le comprends mieux maintenant. Puis après, bien sûr, il y a les plateaux de l'Aubrac, que ce soit les matins d'hiver quand je commençais à 3h du matin, place de la Madeleine, parce qu'il n'y avait pas de métro quand j'arrivais de Sèvres-Ville d'Avray. Donc tout ça, je me rappelle de ça. Tu vois, ça, c'est des moments où je me souviens quand il neigeait, quand je partais. Je marchais plus de 10 km pour aller prendre ma place chez Fauchon, par exemple, quand je travaillais au traiteur en haut, avec le chef Clément. C'est ça moi que je me souviens en fait. Et puis souvent, sur le moment, on ne sait pas pourquoi on le fait, et puis à un moment donné, il y a tout qui ressurgit après, des années après, tu te dis ah ouais, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Évidemment, aujourd'hui, les distinctions pleuvent. Je ne sais pas si ça a été le cas de diplôme, malgré un bac C. Chef de l'année par le magazine Le Chef en 2021, 3 étoiles au guide Michelin, évidemment, le restaurant le plus cool du monde en 2022. Ouais, pas mal ça. Ouais. Et à nouveau chef de l'année en 2023. Ça fait quoi tout ça? Ça fait quoi, fier, si tu veux? Oui, après avec alors sur le coup, sur le moment, tu te rends pas compte, mais là depuis pas mal maintenant, ça va faire depuis que j'ai commencé vraiment pas la découverte, mais avec mon travail avec les Jeux Olympiques, je me suis rendu compte de beaucoup de choses par rapport à mon travail et ce que ça représentait aussi pour, on va dire pour le plus grand nombre, et aussi ce que j'ai réussi à entreprendre en fait. Je m'en rends un peu plus compte maintenant par l'impact que j'ai pu insuffler par toutes ces récompenses. Ça me rend fier. Alors, je sais pas si c'est le bon mot, mais je suis content. En fait, je suis content d'avoir réussi à faire ça. Maintenant, je le dis facilement. Je crois que je dois être la première personne à qui je le dis. Parce que je me dis que c'est juste incroyable avec le recul. Et que parfois, j'en reste surpris, tu vois. Mais comme je dis, c'est pas ça moi qui m'anime, c'est pas ça moi qui me nourrit. Moi, ce qui me nourrit, c'est les rencontres, c'est les échanges avec les gens, c'est ma curiosité maladive, c'est ça qui me nourrit et qui me nourrit mon âme. Donc je dirais c'est super, mais si on s'arrête qu'à ça, on s'emmerde. Et ça c'est un plus.
Mais ce plus, il est important parce que voilà, pour les institutions, pour les travaux que j'entreprends, pour la M Academy, pour les choses que je veux faire, vraiment, ça donne une crédibilité et puis ça donne aussi voilà une résonance internationale. Et moi, je sais que maintenant, voilà, quand voilà, je suis allé à Madrid là, récemment. Ah oui, on va en parler. Ouais, à Madrid Fusion. Ouais, le sommet international de la gastronomie, ben, c'est sûr que quand tu y vas, tu connais tous les chefs qui sont là-bas, qui connaissent ton travail, alors que toi, t'es 9 rue François Roca et t'as Ferran Adria qui vient te féliciter, tu vois, pour ton travail qu'il fait, qu'il a entendu, évidemment, tout le travail que tu faisais, ben, c'est sûr, ben, tu te dis, ouais, il y a un vrai impact. Et puis on continue à être dans des endroits, tu vois, de renommée mondiale. Donc, pour moi, si tu veux, c'est juste incroyable. Parce que justement, en préparant cet entretien, j'ai revu les images de l'annonce de ta 3e étoile, ta vive émotion, tes larmes, la reconnaissance de tes pairs qui étaient dans un écran. Il y avait je crois, COVID, ouais, bien sûr, avec Covid. Et les étoilés français qui t'applaudissaient, qui t'accueillaient dans cette famille. Tu pensais à qui à ce moment-là ? On pense à qui ? Alors évidemment, les choses, c'est hyper compliqué. Tu penses à ton grand-père, à tes équipes. Tout ça, t'es un peu malmené parce que tu sais pas trop, t'as tellement de choses qui te viennent. Moi en plus j'étais choyé parce que il y avait Pierre Gagnère qui était là et Pierre Hermé qui était là pour parler un peu de cette nomination et un peu comme papa, tu vois. Donc c'était beaucoup d'émotions avec des mots de Pierre Hermé qui étaient juste incroyables. Puis Pierre Gagnère toujours avec sa joie débordante et sa gentillesse incroyable. Ça restaurant des moments forts. Et puis il y avait Marco aussi, et Marco qui était en bas de la Tour Eiffel parce qu'on se disait, nous on pensait qu'on allait avoir l'étoile verte et je voulais partager ça avec Marco et c'était encore plus du coup. Donc Marco était en bas avec ma femme et mon meilleur ami et ils sont montés me voir. J'ai demandé à Gwendal si je pouvais les faire monter parce que voilà, il a accepté tout bonnement, je me souviens, et ça a été super, merci à lui quoi. Marco c'était ton chef pâtissier. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis on a fait plus de 15 ans ensemble. Voilà, et donc du coup, voilà, moi je me souviens de ça, comment on s'est regardés tous les deux. Je me souviens d'encore ses mains sur mon visage, hein, qui m'a dit, on l'a fait, t'es incroyable. Il m'a dit, voilà, c'est juste fou. Et c'est ça que après évidemment, je dirais, c'était tellement mélangé que après. Il y a beaucoup de choses qui se passent après la 3e étoile, c'est-à-dire que tu repenses à tout ce que tu as fait. C'est bizarre, tu as une espèce de reset. On a pris l'avion le matin parce qu'on voulait on a fait la surprise aux équipes le lendemain parce que nous, on l'a appris le dimanche sur la Tour Eiffel. Et en fait, ils ont enregistré pour passer l'émission le lundi. Ok, donc vous avez gardé la. Alors, moi, le dimanche, j'ai pas dormi, évidemment. C'était impossible. Et quand on a pris l'avion à 5h du matin, et ben avec Marco, on s'est remémoré mais tellement de choses, tellement de souvenirs, tellement de trucs. Il y a une espèce de revival qui se met en toi. Tu penses à ça. Et puis après, effectivement, on a eu un nombre de mails, des milliers de mails de reconnaissance, de gentillesse, en disant merci pour ce qu'on insuffle aussi à la nouvelle génération. Ce qu'on représente, au-delà de avoir 3 étoiles en 6 ans. C'est autre chose derrière. C'est-à-dire que rien n'est impossible, quoi. C'est juste la table. Et c'est vrai que nous, après, derrière, on n'y pense pas, mais c'est vrai que ça a changé. Le regard des gens a changé sur nous. À l'international, le regard des gens a changé sur nous énormément. Et puis surtout, ça montre que, tu vois, ce que tu as entrepris depuis le début, tu étais dans le bon chemin, tu vois. Et puis nous, on n'avait pas changé. On n'avait pas décidé de changer de chemin pour ressembler à qui ou quoi que ce soit. On est resté dans... Moi, je suis resté dans ma veine, je suis resté dans ce que je savais faire. Je savais pas faire autre chose, de toute façon. Donc là, c'était juste incroyable. Un peu de peur, peut-être aussi, de se dire comment je vais rester à ce niveau-là. Non, franchement, aucunement. Non. Jamais. Non, je vais te raconter un truc. Un jour, on était avec des potes chefs et tout, etc. Et tout, et avec des grands noms de la gastronomie française et internationale. Il y a des chefs qui ont dit, de toute façon, Alexandre, lui, il est né avec 3 étoiles. Ouais. C'était avant, tu vois. Donc. Peur. Et pas peur. Non, c'est pas même pas peur. Ça veut dire que si tu veux avoir 3 étoiles aujourd'hui, c'est une responsabilité et c'est aussi un engagement. Et puis tu représentes quand même la gastronomie française au niveau mondial. Tu te dois évidemment tu sais que maintenant ta voix est plus écoutée. Ça c'est super. Ton engagement, il est une traçabilité sans faille. Donc ça c'est bien. Ça montre aussi que tout ce que tu as fait depuis le début, c'est pas n'importe quoi et que ça a une vraie véracité. Mais jamais je me suis dit maintenant il faut que je la conserve, tu vois. Jamais je me suis posé cette question-là. À partir du moment donné où depuis toute ta vie je change pas ma façon de travailler. Tu sais, c'est comme à un moment donné on m'a dit un jour on te prend dans une équipe de basket et on te dit par exemple on t'a pris pour être un arrière shooter et tu commences à faire plus de passes que tu fais de shoot.
le coach il t'a pris pour ce que tu sais faire. Donc fais ce que tu sais faire. Commence pas à faire autre chose. Je veux dire par là, c'est que moi je ferai toujours ce que je sais faire. Je vais pas faire autre chose. Donc ma cuisine c'est exactement la même. Elle a évolué de celle d'hier. Elle sera différente aujourd'hui. Et elle sera encore différente demain. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pas changé. Ouais. C'est ça qui m'anime. Donc si tu veux, je vais pas. Voilà, j'ai pas poussé mon curseur à faire des choses que je ne maîtrisais pas ou que je ne connaissais pas. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'est comme la création, ça s'est fait au fil de l'eau, de manière naturelle. Donc moi, je continue à faire naturellement ce que je sais faire. Tu as évoqué le basket. C'est difficile de ne pas en parler, même si on veut faire original. C'est le sport qui t'a construit, ça tu l'as dit, qui t'a éduqué, qui t'a enseigné de belles valeurs. La brigade, évidemment, le parallèle est facile. C'est aussi du sport collectif. Comment ça se passe dans ton équipe? Ça se passe très bien. Je pense que les gens sont de plus en plus heureux d'être là. Il y a une vraie cohésion. Là, on est parti une semaine à Shanghai faire des dîners. À Shanghai, on a fermé le restaurant. Je pense que tout le monde vit une expérience assez incroyable. Ils se rendent compte qu'il y a une vraie construction aussi, pour moi, constitution d'équipe. Que ces valeurs-là, elles sont pas juste, elles sont vraiment profondes. Que la bienveillance, le fair play, tu vois, par exemple, c'est important. Et c'est ça, en fait, qui pour moi est essentiel, et que le groupe, il est plus fort que l'individu. Donc, je le dis, puis maintenant, ils savent comment je fonctionne. Donc, si tu veux, au début, il y en a qui ne le savent pas, ou qui pensent que c'est juste surjoué. Mais au bout d'une semaine, les mecs, ils ont compris. Les mecs, ils savent. Ils se disent, waouh, ok. Et quand tu voyages avec eux. Madrid, c'était le cas aussi. C'est à Madrid, j'ai pris partie de l'équipe, bien sûr. Ouais. Oui, puis on partage un peu des événements qui sont un peu exceptionnels. Donc, c'est bien de les partager ensemble parce qu'ils se rendent compte aussi de la puissance de l'événement. Ils se rendent compte aussi de comment ça se passe. Et puis aussi, et puis il y a d'autres chefs, il y a d'autres choses. Donc, ils peuvent échanger. Et puis de se dire que finalement, ça se construit aussi grâce à cette équipe. Donc, c'est important de le partager, je pense. Comme ça. Une équipe qui réalise de jolis miracles à chaque service. Tout est volontairement mystérieux sur ton site internet, de magnifiques photos, intrigantes parfois même, mais pas de nom de plat. L'écrin, ici aussi, où nous nous trouvons, est très sobre. L'idée est vraiment de nous convier à un voyage et de se laisser prendre par la main. Alors, on fait de l'audio, mais on va essayer quand même de décrire un peu à quoi peut ressembler ce voyage. Ouais. On va commencer... parce qu'il y a les traceurs ici qui sont incroyables, qui sont la torréfaction, le piment et les épices. Donc on a toujours ces œufs de truite, ces œufs de saumon sauvage, la marinée au saké, les fumées, noisettes torréfiées. Et ensuite derrière on a la biscotte végétale, tu vois, avec texture herbacée et iodée au parfum marin. Et un dernier stick qui lui a fait le tour du monde aussi, on va dire l'anguille fumée et chocolat. Donc ça c'est au départ, c'est les trois des bouts des doigts, si j'ose dire, qui permet justement d'apporter une vraie profondeur, mais qui te disent dans quel univers tu vas rentrer et comment ça peut se faire. Ce soir, on a de la langoustine, on va avoir aussi, on a écrit un sucre de plancton, tu vois, c'est vraiment marin iodé, sucre de plancton, avec un gel de moules marinières et des œufs de brochet fumés. Et en fait, ce sucre, c'est comme une barre à papa, très fondante. Qui file avec ce côté iodé marin, et en fait on est sur le bord de mer, mais à la fois on a cette tension marine. C'est de la poésie. À partager. Tu vois le petit emoji sur l'iPhone là, ça coule un peu, voilà. Écoute, je suis un peu dans cet état rien qu'à t'écouter. Alors la façon dont sont dressées les assiettes est aussi un vrai moment de poésie, justement. D'où vient ton inspiration? Je pense que d'abord, moi j'essaie de me mettre à la place du gourmand ou du gourmet, comment il va déguster, comment il va faire les choses, ça c'est une chose. Et après c'est de se dire, de mettre les choses dans le sens de la dégustation. Après ça se fait de manière jolie apparemment, mais je dirais qu'il n'y a pas cette volonté de plaire ou de courtiser, tu vois, ou de faire la cour. Par les yeux, mais ça se fait, j'aime les choses au bon endroit, au bon moment. Après, évidemment, tu peux pas, moi je suis fan de Kandinsky, de Miro, de Pardon, de tout ça, donc forcément, je pense que des fois, sans le vouloir, il y a des inspirations qui nourrissent et qui font que, Et Alexandre Mazia, côté coulisses, ça donne quoi? Quand t'es pas derrière les fourneaux, justement, pour nourrir cette créativité, l'évasion, pour toi, c'est synonyme de quoi? L'évasion, c'est la famille et c'est personne autour de moi. L'évasion, c'est la musique, c'est
c'est aussi le sport, la marche, et de pouvoir être un peu être dans son monde tranquille. Ça peut être, j'ai une bêtise, mais ça peut être le boléro de Ravel, avec des crêpes avec mes enfants, par exemple. Tu vois, c'est tout ce que j'ai fait hier soir. C'est ça. Ouais. Et ça te nourrit. Voilà. Et le fait d'être ici dans le sud, c'est inspirant aussi? Bah, je pense que ici, notre région, elle est juste extraordinaire. Hein. On a la chance d'avoir une luminosité incroyable, je pense, et d'avoir des paysages merveilleux, et puis une région tellement riche, que grâce à ma femme, voilà, elle est tellement curieuse, mais elle sait très bien que j'ai besoin aussi de m'évader, donc on se balade souvent, donc ça c'est super. Ouais. Et d'ailleurs, au micro de Par le Sud, forcément, j'ai envie de te parler des producteurs locaux. Tu travailles avec eux? Bien sûr, bah ici on a beaucoup. Ouais, ce qu'on appelle circuit court, mais après c'est juste d'être raisonné et raisonnable en fait. Tu vois, j'ai la chance de choisir ce qu'il y a de meilleur pour nous, que ce soit 6 citrons ou 9 cèpes ou un loup ou un Denti. J'ai la chance de pouvoir choisir ce que je veux. Donc maintenant c'est vrai qu'on a géré une fourmilière d'artisans merveilleux qui nourrissent le restaurant et qui font partie de la colonne vertébrale intégrante du restaurant et de la réussite de celui-ci. Mais c'est grâce déjà à tous ces maraîchers incroyables qui font un travail, je dirais, juste extraordinaire. Autre actu, on en a parlé tout à l'heure, les 10 000 athlètes Cévenard vont avoir la chance de déguster la cuisine de 3 chefs qui ont été sélectionnés, dont toi évidemment. Ouais. Donc le sport, toujours le fil rouge de ta carrière. Comment ça s'est passé? Comment on est choisi déjà pour être chef des JO? Je sais pas. Comment ça s'est passé? Tu as reçu un coup de téléphone, on m'a dit voilà, écoutez, monsieur Mazia, est-ce que vous seriez prêt ou est-ce que vous seriez d'accord pour nous accompagner pour le village olympique dans le cadre de Paris 2024? Parce que c'est une mission qui vous conviendrait, vous serez d'accord. Au début, je pensais que c'était une blague. Hein. C'est vrai? Ouais, moi, j'ai plein de potes qui font des blagues et tout. Tu sais, toutes les blagues que je te disais après, toutes les blagues qu'ils me font par téléphone, mes potes. Mais non. Ah, si, les blagues, j'ai des potes, qui sont extraordinaires. et donc, je dis, bon, là, c'est peut-être chaud. Et puis moi, j'ai écouté, monsieur, écoutez, moi, je veux bien, mais au début, je dis oui, mais après, je dis tout de suite, donnez-moi le cahier des charges, qu'est-ce que vous avez besoin, etc. Et tout. Mais il me dit, d'abord, on voulait savoir si vous étiez intéressé. Je dis, il me dit, on sait que votre parcours, voilà, est important. Et voilà, donc je pense que mon parcours aussi, tu vois, de sportif, cuisinier, a vraiment pesé. Et eux cherchaient vraiment un savoir-faire unique, représentant la gastronomie française. Mais je pense que, il y avait beaucoup de parallèles qui ont fait que, voilà, j'ai pu être sélectionné et d'être dans cette fabuleuse équipe, si j'ose dire, pour les Jeux Olympiques, quoi. Et du coup, assez vite, tu dois penser qu'il y a un enjeu d'un point de vue nutritionnel. Moi, j'ai eu des missions différentes pendant 2 ans et demi, là. C'est vrai que j'ai eu la chance d'apporter mon expertise au niveau de la traçabilité des produits. Après, j'ai aidé dans les recettes de la réalisation de celle-ci. Pourquoi? Pour pouvoir donner aussi mon regard sur la qualité nutritionnelle des recettes et comment on pouvait les rendre un peu plus ludiques. Et puis après, la dernière partie qui va être moi, où je serai sur le village, à l'entrée du village, à proposer mes propres recettes pour les athlètes au nombre de 300 par jour. Enfin, tous les dimanches et les lundis. Donc voilà, ça c'est super. C'est aussi ça, l'art de recevoir pour la gastronomie française. Ça va bientôt, les gens vont pas tarder à arriver. Là, on sent que ça y est, ça s'agite autour de nous. Ah bah là, oui, là, tout le restaurant, là c'était le perso, là on se met en place pour ça y est, on va dresser. Donc quelques petites questions vraiment. Non, super, avec plaisir, écoute, Caroline, vas-y. Qu'est-ce qu'on trouve dans le frigo d'un chef, enfin dans le tien en particulier, dans ton frigo? Dans mon frigo, chez moi? Alors là, j'avoue que moi, j'étais pas chez moi ce week-end, mais hier, j'ai fait des crêpes à mes enfants. Là, je peux te dire qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait du fromage, du chou, de la carotte, de la rutabaga. Je crois qu'il y avait du merlu. Ouais, donc tu as réussi à transmettre le goût du bon quand même. Ah, nous, à la maison, à la maison, c'est important. Je pense même pour mes enfants, même si les bons produits, de savoir d'où ça vient, comment ça fonctionne. Pour moi, je pense que c'est essentiel. L'éducation du goût, il passe par là. Il passe pas forcément par des recettes, des choses comme ça, mais voilà, ça peut être aussi bien, tu vois, des belles charcuteries, c'est super. Parfois, on en a besoin et c'est léger. Et voilà, c'est important. C'est un bon pain, un bon beurre, un bon lait. C'est important, ça. C'est essentiel. Tu leur dis quoi s'ils te réclament un fast-food? Alors, figure-toi que ma fille à 6 ans, elle n'a jamais fait de fast-food. Alors des fois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les anniversaires qui vont arriver, tout ça et tout, etc. et tout, tu vois. Mais on fait des hamburgers. Moi, je fais des burgers à la maison. Des fois, ça m'arrive. Donc, je fais mon pain, machin et tout. Moi, je fais à base de kefta. Donc, tu vois, je fais à base de kefta, donc cumin, gingembre. J'aime beaucoup l'estragon à la maison avec la coriandre mélangée.
je mets un peu de mie de pain à l'intérieur. Voilà, je mets des morceaux de jambon ibérique dedans. Enfin bref, c'est mon truc. Ouais. Voilà, moi j'aime bien ça. Je fais un pain, évidemment le pain maison, comme un pain viennois, je le refais, grillé à la cheminée. Voilà, tranquille. Ok, donc t'as plus Après, moi, jamais de ta vie envie d'aller au fast-food en fait. Non, et puis je mets du Beaufort dedans et tout, donc ma femme adore le Beaufort. Voilà, super. Voilà, et puis ma fille adore la cancoyote, donc je mets de la cancoyote, comme ça elle est contente. Bah, c'est ce que je fais. Merveille. Mais non, fast-food, non. Après, je pense que mon fils, des fois, ses potes, ils me disent, voilà, papa, on va manger un burger, un machin. Bah, il sait très bien ce que j'en pense. Donc lui, il va être raisonnable, il va dire machin. Et maintenant, comme il y a le food truck, maintenant il ramène ses potes au food truck. Et ouais, ça, on va en parler du food truck, Ouais, bien sûr, qui est né grâce au confinement en 2020. Ouais, c'est ça. Donc il y a un food truck au bout de la rue, pas très loin du resto, ouais, c'est ça, où on peut se faire plaisir, on peut manger des recettes d'Alexandre Mazia. Ouais, c'est des recettes qui ont été mises en plus, qui sont abordables, qui sont entre 8 jusqu'à 20 euros. Et c'est vrai que là maintenant, ces recettes en plus, elles sont que des produits qui sont faits ici sur place. Donc il y a une certaine qualité, il y a du sans gluten, il y a évidemment, il y a même pas de partie animale, à part évidemment sur le hot maz qui est fait avec du collier et de la souris d'agneau. Ça c'est important. Mais sinon le reste c'est que de la végétale. Donc on a fait des sauces, on a travaillé de jus, de sauce avec de lait de soja et aussi du lait d'avoine. Et ça c'était important pour moi. Voilà, on a fait un balamas là avec une partie croustillante, très peu de gras. Pourquoi ? Parce que voilà, on a réussi à faire une chapelure à base d'avoine et de soja, qui justement permet d'avoir du croustillant, mais inhibe le gras. Donc on a une banane chaude, mais pas grasse, donc c'est super. Voilà. Donc ça c'est pas très loin. Non, c'est juste à côté. Voilà. Et là, avec les beaux jours qui arrivent, ça peut être sympa, parfait de bien venir sûr, prendre son petit sac. Dernier point que nous souhaitions aborder avec toi, c'est cette académie de basket que tu as ouverte à Marseille pour faire le pont entre la nutrition et le sport, justement. Et aussi tout le brassage social et culturel que cela représente. Dis-nous tout déjà, pourquoi cette envie et puis comment ça fonctionne concrètement. En fait, pourquoi cette envie ? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit comment retranscrire tout mon travail que j'ai fait pour les Jeux Olympiques et comment pouvoir le redonner, le retransmettre. Et puis de se dire un jour, comme tout le monde, moi je vais partir. Qu'est-ce que je vais laisser ? Qu'est-ce que je peux laisser ? Donc je pense qu'on travers cette académie, moi qui suis un fan de basket et de sport aussi, mais par le levier du basket, c'est d'apporter par l'inclusion sociale et aussi par l'intermédiaire d'une école, de se dire que comment on peut permettre à certains d'avoir une meilleure connaissance, je dirais, sur la nutrition. Et pour moi, ça c'est important parce que c'est aussi une passerelle, je pense, sociale très forte qui aujourd'hui est nécessaire. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis, je pense que ça crée aussi du lien. Il y a un cercle vertueux avec tous les artisans. Ça permet aussi aux élèves qui sont là sur place. Moi, j'ai la chance d'avoir accès à la Fondation Martel et à la Fondation Pernod Ricard de pouvoir justement permettre à des élèves de vivre des expériences avec au-delà des nutritionnistes, et des médecins du sport, d'être avec aussi des potiers, des céramistes, des peintres. Tu vois. Donc pour moi, tu vois, c'est important tout ça pour susciter chez eux peut-être une envie ou peut-être une sensibilité différente, mais qui feront que peut-être on va faire naître une passion. Mais moi, ce que je donne, je dis pas que c'est mieux. On dit souvent avec Lamine que c'est pas mieux, c'est autre chose. Et ce que je dis, je suis pas là pour dire que ce que vous faites c'est mal et nous ce qu'on fait, ça c'est bien. C'est juste donner des clés et de permettre à certains, j'aurais jamais pensé faire ça. Aujourd'hui je fais ça, je vais le faire. Là j'ai eu des élèves qui sont venus, j'étais le parrain d'une école, sur une classe de bac à la Viste. Ils sont venus, je les ai invités à déjeuner, ils ont eu leur bac. Et il y en a quelques-unes, je les ai mis en stage dans un cabinet d'avocats et l'autre dans un cabinet de peinture. Et maintenant, il y en a une qui travaille dans l'atelier de peinture et l'autre qui fait des études complètement changées pour être avocate parce qu'elle n'a jamais de réponse à arriver. Je trouve ça super cool. C'est important la transmission. Oui, et puis aujourd'hui, tu viens me voir, me disent merci, mais c'est pas ça qui est le truc, c'est savoir qu'elle se réalise et qu'elle soit heureuse, quoi. Ouais. Tu vois, et ça c'est cool. Ça c'est ça en fait, de pouvoir aider, de se dire que finalement, il y a rien n'est fermé, rien n'est arrêté, tout est possible. Du moment qu'on soit curieux et moi j'essaie juste d'apporter un soutien, une aide. Pour moi je trouve que c'est important. C'est important ça aussi. On a fait le tour. Ouais, Alexandre Mazia, triplement étoilé. À quoi tu rêves encore ?
À quoi je rêve? Je rêve encore, tu sais, il y a beaucoup de rêves. Moi, ce que je rêve de voir, j'espère que je serai là quand ma fille va se marier. J'espère que je serai là quand mon fils va se marier. Je rêve aussi bien de voir comment vont se passer les Jeux Olympiques pour Paris 2024. J'espère que ça va bien se passer, parce que nous, on est à 150% et je veux que ça se passe bien. Moi, je rêve que d'une seule chose, c'est de continuer à garder le plaisir de faire plaisir. Et je pense que voilà, tant que je garderai cette flamme-là en moi, j'aurai pas de problème. Et puis sinon, je ferai autre chose. Mais je pense que pour l'instant, tout va bien. Merci beaucoup. À toi, Caroline. Merci beaucoup. Merci d'avoir consacré du temps. Je note juste que tu as prononcé 3 fois le mot âme dans cette interview. Ouais. Ça me touche beaucoup. Voilà. Et je pense que ça dit beaucoup de toi. Ouais, merci beaucoup. C'est important, je pense. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Caroline. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.